Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans les rues de Paris à la découverte des fontaines Wallace. Vous savez, ces fontaines typiques en fonte vert foncé et décorées de 4 cariatides et au milieu desquelles coule un petit filet d'eau potable. Alors en effet, si vous avez déjà arpenté les rues de Paris, vous avez certainement remarqué ces célèbres fontaines Wallace. Ces fontaines Wallace qui sont devenues un véritable symbole du mobilier urbain de la capitale. Et aujourd'hui, à Paris, on en dénombre une centaine. Alors pour ma part, j'ai trouvé un chiffre de 107 ou 108 fontaines recensées à ce jour, donc vous voyez, une bonne centaine. Alors comme vous peut-être, je suis souvent déjà passé devant les fontaines Wallace, je les ai souvent admirées, mais je n'avais vraiment jamais cherché à comprendre ni à connaître leur origine. Eh bien c'est justement l'anecdote que je vous propose aujourd'hui, d'où viennent les fontaines Wallace que l'on peut observer un peu partout dans la capitale. Alors leur nom est simplement et directement lié à leur inventeur, Sir Richard Wallace. Sir Richard Wallace qui est un héritier anglais, un riche héritier anglais qui s'est installé à Paris dans la deuxième moitié du 19e siècle. Alors à cette époque, et d'ailleurs depuis bien plus longtemps, l'eau potable est un réel enjeu à Paris. En effet, dès le règne de Philippe Auguste, donc Philippe Auguste qui va régner de 1180 à 1223, et bien durant ce règne de Philippe Auguste, la population de la capitale du royaume de France va grandir. Elle va passer ainsi de 20 000 à 50 000 habitants, et avec elle, la pollution des eaux de la Seine va fortement s'accentuer. Alors on va tenter de remédier à ça, et 2 aqueducs souterrains vont être créés. Ils vont être créés pour alimenter 3 nouvelles fontaines, dont la fontaine des Innocents, que vous pouvez encore admirer aujourd'hui dans le quartier des Halles, mais tout ça sera insuffisant. De la même façon, à la Renaissance, on va créer également des fontaines monumentales pour alimenter les Parisiens en eau, mais là aussi ce sera insuffisant et les travaux vont être lents, voire même trop lents, puisqu'en 1669, on ne comptera à Paris que 35 fontaines et en 1835, on en dénombrera seulement 127 pour une population qui s'élève alors déjà à 910 000 habitants. Vous voyez qu'on est bien loin du compte. Finalement, ces fontaines sont, avec la Seine polluée, les seuls points d'eau, les seuls points d'accès à l'eau potable, puisque l'eau courante, vous le savez, n'existe pas encore dans les immeubles, même si elle a été expérimentée en 1784. Donc, comme je vous le disais, vous voyez que l'eau est un enjeu majeur pour la capitale et bien sûr pour le reste de la France. C'est un enjeu majeur à tel point que sous le Premier Empire, qui s'étend de 1804 à 1815, quand Napoléon Ier demande à Chaptal, le préfet de Paris, ce qui ferait plaisir aux Parisiens, eh bien il se voit répondre tout simplement « donnez-leur de l'eau ». Alors l'eau manque, elle est souvent insalubre et elle draine des maladies, et seuls les plus riches peuvent se payer de l'eau potable. C'est pourquoi pendant longtemps, les plus pauvres n'ont eu de choix que de boire du vin ou de la bière pour se désaltérer entre guillemets bien sûr, sans se contaminer. Et dans la deuxième moitié du 19e siècle, bien que Napoléon III ait travaillé à améliorer l'accès à l'eau potable à travers les aménagements d'Haussmann bien sûr, mais aussi la création des égouts et l'acheminement d'eau fraîche par Eugène Belgrand, qui est Eugène Belgrand, le directeur de l'eau et des égouts de Paris, et bien malgré tout ça, la situation va rester critique. Cette situation va même se détériorer pendant la guerre franco-prussienne de 1870-1871 qui voit la chute du Second Empire. Pendant cette guerre, le manque d'eau potable va s'accentuer, notamment pendant le siège de Paris par les Prussiens, puis lors des affrontements liés à l'épisode de la Commune de Paris, cette Commune de Paris donc, qui se jouera entre le 18 mars et le 28 mai 1871. C'est alors qu'intervient le fameux Richard Wallace dont je vous parlais au début de cette anecdote. Wallace est resté à Paris pendant la Commune, il a vu les plus pauvres, dont les enfants, s'enivrer et se condamner à une vie de misère à cause du manque d'eau potable abordable. Et donc lui, qui est fortuné et philanthrope, il va décider d'agir et il va offrir à la ville des points d'eau potables gratuits. Alors Richard Wallace est un amateur d'art, il souhaite des fontaines décoratives afin de joindre l'utile à l'agréable et donc il va dessiner un modèle de fontaine qu'il va confier au sculpteur nantais Charles-Auguste Lebourg qui lui va adapter ses croquis et faire de ces fontaines Wallace de véritables œuvres d'art. Finalement, 50 fontaines seront installées dès 1872, puis Wallace va en commander 10 de plus en 1876 et 10 autres en 1879. Il faut savoir que 4 modèles de fontaine Wallace existent aujourd'hui, mais que Sir Richard Wallace n'en a conçu que 2. Un modèle classique, autoportant, que l'on connaît généralement encore aujourd'hui, et un modèle mural, qui lui est beaucoup plus rare. Alors après ce point de vue historique, entrons maintenant un peu plus dans les détails. La fontaine Wallace mesure 2,75 m de haut et elle pèse 590 kg. Wallace l'a voulu, je cite, assez grande pour être vue de loin, mais pas trop grande pour détruire l'harmonie du paysage environnant. En fonte vert foncé pour se fondre dans le paysage, les fontaines Wallace présentent 4 cariatides.
Des cariatides qui, dit-on, seraient inspirées de celles de la salle des cariatides réalisée par Jean Goujon donc au Palais du Louvre. Ces cariatides des fontaines Wallace, elles représentent 4 vertus, la gentillesse, la simplicité, la charité et la sobriété, même si certains y voient les 4 saisons. Le filet d'eau qui coulait en continu assurait la qualité de l'eau. Il empêchait aussi les chiens errants d'y boire, tout comme les chevaux qui ne pouvaient accéder à cette eau parce que l'espacement entre les cariatides était trop étroit. Aujourd'hui, un bouton poussoir a souvent remplacé le filet d'eau continu, même si vous pouvez encore le retrouver sur certaines fontaines, donc soyez attentifs. Par ailleurs, si à l'origine 2 tasses de fer blanc étaient accrochées à des chaînettes pour permettre de boire à ces fontaines, sachez qu'elles ont été retirées en 1952, évidemment pour des raisons d'hygiène. Aujourd'hui, de nombreuses répliques existent à Paris ou même ailleurs, j'en ai croisé notamment ailleurs dans le sud. Mais pour reconnaître les fontaines originales, il faut vous fier aux inscriptions qui sont gravées sur ces fontaines. Vous avez CH Lebourg du nom du sculpteur, Charles Lebourg, l'année 1872 et souvent aussi le nom de la fonderie qui est la fonderie Val d'On. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. J'espère également que vous penserez à vérifier les inscriptions sur les prochaines fontaines Wallace que vous croiserez. Sachez cependant que les fontaines originales ne sont qu'à Paris et qu'il ne reste plus qu'une fontaine Wallace murale d'époque dans le 5e arrondissement de Paris, donc près du Jardin des Plantes. Pour finir, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et YouTube, pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures et d'autres anecdotes et d'autres visites.